Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le live du MAG. Live exceptionnel, le live du dimanche et le live où on lit du JDR ensemble. Bon, en tout cas, moi j'en lis et vous, vous êtes pas là ou alors vous vous manifestez pas. Bonjour, bonjour. Alors, on va faire les choses pour lesquelles on est très bon. C'est-à-dire que je suis vraiment un connard, j'ai fermé cette page. C'est pas grave, j'ai pas peur. Je suis habitué, j'ai fait pire. Alors, pif, on copie ça. Voilà. On va préparer l'avenir et on va le faire bien. Je vais le mettre sur Twitch et sur Kick et de toute façon je sais que sur les autres navigateurs tout le monde s'en bat les couilles, hein. C'est qui regarde Odyssée vraiment? Beaucoup de problèmes de droits d'auteur. Concrètement, c'est un livre qui présente des personnages dans l'univers de Vampire la Mascarade qui peuvent être utilisés pour faire n'importe quoi, ce que vous en voulez. Ça peut autant être des personnages que des PNJ. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ils ont des histoires qui s'incluent dans des moments historiques. Pour ça que ça s'appelle Children of Revolution, parce que ça s'inclut dans les révolutions. Bravo. L'univers de Vampire la Mascarade, je vais pas le présenter, on l'adore sur la chaîne, on en a parlé plein de fois, on a fait un jeu autour, on fera Bloodlines 2 dès qu'il sortira, ou pas très loin. Bref, y a beaucoup de choses à en dire. Toujours est-il que là, on va se faire une petite session lecture. Et pour ceux qui n'aiment pas comme m'entendre bafouiller, qui n'ont pas envie de réagir, oh, il y a les réuploads plus jolis, mieux faits sur Kik et sur Discord.
Sur Discord, putain, je suis fatigué. Sur Kik et sur Discord. Ah oui, non, mais j'ai tout faux. Sur YouTube et sur Odyssey. Je suis vraiment en mode automatique. Bref, puis-je avoir ma scène, par pitié? Ah, merci. Nous allons commencer sans plus tarder par l'histoire de Dastur Anosh, le séraphin mort et ressuscité. Je me prépare un peu. J'ai de l'eau à proximité, tout va bien, on est prêt. L'origine de Dastur Anosh, le martyr, alimente bien des conversations des fanatiques de la main noire. Sa contribution à l'histoire de l'organisation est sans précédent. Il fut d'une telle importance pour le culte d'assassins, l'ordre crut nécessaire de créer le titre de séraphin pour rendre hommage à son œuvre après sa mort ultime. Qu'est C'est la deuxième phrase que je lis. C'est pas la première, c'est la deuxième. Il y a déjà une faute. Le culte d'assassin, l'ordre crut. L'ordre de. Attends, hein? Il fut d'une telle importance pour le culte d'assassin, l'ordre crut nécessaire. Ouais, il manque un point éventuellement. Putain. Sa contribution à l'histoire de l'organisation est sans précédent. Il fut d'une telle importance pour le culte d'assassin que l'ordre crut nécessaire de créer le titre de séraphin pour rendre hommage à son œuvre après sa mort ultime. Les historiens du sabbat rappellent solennellement que la main noire nomme 4 séraphins, signe de la considération qui lui est accordée. Putain, ça commence. Vie et étreinte. Les textes apocryphes de la main noire affirme qu'Anosh, d'extraction modeste, naquit dans la Perse antique. Il n'a jamais abordé qu'avec des disciples cette époque, qu'il passa en compagnie de l'exalté, le sage de tout de blanc vêtu, que l'histoire retiendrait ensuite sous le nom de Zarathustra. Si certains historiens contemporains du sabbat remettent en cause l'authenticité de ce récit, beaucoup au sein de la main noire le voient comme un article de foi de l'histoire de leur culte. Anosh était l'un des nombreux mages réunis autour de l'exalté. Bien qu'il ne fût pas aussi instruit que certains astrologues et magiciens également présents, il avait des visions depuis son plus jeune âge. Les nobles et mages savants accordaient cependant peu d'attention à ces étranges rêves. Le seul qui le fit, un scribe et érudit qui assistait à leur réunion, n'avait en revanche de cesse de l'interroger au sujet de ses visions et du sens qu'il leur donnait. Alors, attendez, hop, on repasse un peu le micro. Voilà. Ils se lièrent d'une amitié durable. Chaque fois que le jeune homme recevait une vision, le vieux scribe la consignait, et ils passaient souvent leur nuit à discuter de leur signification. Quand Anosh parla d'une étrange pierre qui dégoulinait de sang, émettait des sanglots de femmes charriées par les vents nocturnes du désert, l'intérêt du scribe s'accentua encore. Il nota consciencieusement tous les souvenirs du jeune devin concernant la roche. Anosh rêva de la pierre suintante encore et encore. À chaque fois, ses souvenirs se précisaient. Finalement, à la demande de l'érudit, ils quittèrent ensemble les fidèles de Zarathustra. Au début, Anosh crut qu'ils erraient simplement, mais une remarque impromptue du lettré le fit comprendre qu'il cherchait la pierre. Apeuré et excité à la fois, il l'accompagna pendant plus d'1 an. Et plus il s'en rapprochait, plus ses rêves se faisaient intenses. Il voyageait de nuit et dormait de jour pour satisfaire aux besoins de l'érudit, ce qu'Anosh ne comprenait pas. Même s'il se gardait bien de faire le moindre commentaire à ce sujet. Les pèlerins découvrirent finalement la pierre dans une étrange vallée désolée au sable rouge,
semblable à un champ de sang sous la lune blême du désert. Le monolithe était de grande taille, avec des arrondis prononcés et profondément enfoncés dans le sol. Une odeur cuivrée de sang s'en dégageait, et le scribe fut pris de frissons en s'en approchant. Un mince filet de liquide en dégoulinait lentement, sans doute depuis des siècles, car il avait fini par tracer une rainure dans le basalte. L'érudit lécha la pierre, goûta le sang alors qu'Anoche se demandait encore ce qu'il fabriquait. Quand le vieil homme se tourna vers lui, sa face était celle d'une bête, à la gueule hérissée de crocs, lourde de colère et de souffrance. Le Kainite, en proie à la frénésie, se jeta sur lui avant de le tuer. Mais l'aube approchant, il décida d'étreindre le jeune homme et de lui faire franchir le seuil de la damnation. La fuite d'Alamut. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pierre? La fuite d'Alamut. Ils prirent alors la fuite en direction de la citadelle secrète d'Alamut, où demeurait le sire. Durant ce voyage, Anoche cessa de rêver, tandis que l'érudit sortait désormais de sa torpeur diurne en hurlant. Tous deux en déduisirent qu'ils avaient bu les visions du jeune homme en même temps que son sang. Selon l'ancien, le sang de Zila avait forcément quelque chose à voir avec tout cela. Il refusa néanmoins de répondre à davantage de questions. Arrivé à la place forte du Nid d'Aigle, Anoche eut le droit à un accueil glacial. Enfermé dans une cellule obscure au plus profond de la forteresse, il perdit toute notion du temps. Ceux qui lui apportaient un peu de sang affirmaient que son sire avait commis un péché en l'étreignant, et qu'il allait devoir en répondre. Finalement, ils l'appelèrent, et il vint à eux. Il répondit à leurs questions en toute honnêteté, de peur de perdre la vie une seconde fois. Ils lui accordèrent le droit de vivre, eut égard à son sire, précisèrent-elles. Ils lui accordèrent le droit de vivre, eut égard à son sire, lui précisèrent. On la refait, y arriver. Hein. Ils lui accordèrent le droit de vivre, eut égard à son sire, lui précisèrent-ils. Après quoi, son maître et lui s'en allèrent sans demander leur reste. Vous entendez pas, mais j'ai mon chat qui ronfle, c'est très perturbant. Eh, mon gros chat, eh, tu fais ton dodo. Eh. Ah, il rêve des croquettes. Ok. Il est en train de mourir, c'est rien. Ok. Au cours de leur voyage, le sire versa des larmes de sang et sortit souvent de son sommeil diurne en hurlant. Le jeune vampire finit par comprendre que son maître rêvait, voyait la destruction d'Enoch, Irad et Zila. La nuit, il lui parlait avec haine de la troisième génération et de ses épouvantables péchés. Quand Dastur lui demanda pourquoi il ne regagnait pas directement la pierre, son maître le gratifia d'un sourire et lui répondit qu'ils étaient suivis. Les vampires d'Alamut souhaitaient connaître son emplacement, qu'il avait refusé de révéler. Au cours des quelques heures qui précédaient et suivaient leur sommeil, le sire instruisait son enfant. Il lui parla de l'art de la guerre, de l'utilisation du sang et de l'histoire de la progéniture d'Hakim, mais aussi de Caïn et de la seconde génération. Alors Caïn, K-H-A-Y-Y-I-N, encore une fois ma prononciation est assez discutable. Ils s'éloignèrent des terres contrôlées par Alamut, jusqu'à la nuit où 3 damnés à la peau sombre apparurent à la lisière de leur campement, alors que le soleil prolongeait à l'ouest. Ces 3 émissaires d'Alamut leur ordonnèrent de retourner au nid d'Aigle, mais le maître d'Anoche refusa. Aussitôt les émissaires dégainèrent leurs sabres, et l'enfant se cacha. Le combat fut terrible, un carnage dont seuls les damnés sont capables, mais il ne resta bientôt plus debout que son sire et maître. Pardon. Les 2 compagnons se rendirent en Afrique, où ils retrouvèrent d'étranges Kainites. Là-bas,
Le sire d'Anoche était appelé le maître éploré, en raison de ses yeux souvent ensanglantés et de, et de sa redoutable puissance. Les vampires africains apprirent rapidement à laisser tranquille l'érudit à la peau d'ébène et son apprenti. Le temps passant, Anoche ne put que constater la dégénérescence de son maître. Il passait souvent des soirées entières aux prises avec ses visions, à pleurer sans pouvoir se contrôler. Le maître éploré finit par oublier comment il s'appelait et faillit tuer son enfant quand celui-ci l'appela par son nom. Il s'abandonnait aux visions et peinait de plus en plus à leur échapper. Plus d'une fois, il sortit de ses transes en frénésie et étreignit plusieurs de ses victimes, obligeant Anoche à prendre de nouveaux frères et sœurs sous son aile. Alors, je profite de ça pour faire un petit point, parce que deuxième et troisième génération, c'est les vampires qui ont vu les cités originelles de Caïn. Euh, c'est qui ce gars? Attendez. Dénoche ira des Ilas, mais qui sont ces gens? Attendez. Euh... Génération. On va trouver. C'est un truc que je me suis dit, hein, on pourrait très bien prendre des wikis qui sont très très bien renseignés sur les vampires de diverses générations. Alors c'est pas terrible, mais on peut trouver mieux. La deuxième génération. Ouais. Ah. Ça c'est les limites de sang, mais on s'en fout un peu. La seconde génération. Je peux... Ah, voilà. Enoch ira des Ilas. Ouais, ah oui, c'est vraiment les trois premiers, quoi. Aïe. Aïe. Aïe, en effet, oui. Et du coup, lui... Qui est son sire, exactement? Comment il s'appelle? Je sais que c'est un vieux... Ah oui, Zarathustra. Donc c'est la troisième génération. Ça va être bien à couper ça au montage, ça va être marrant, oh là là. Troisième génération, Est-ce que déjà on a la liste? On a une bonne partie. Hein. Ah, Zarathustra, aussi appelé Ravana, le chef des clans Ravnos. Tu m'étonnes que le pauvre vieux il soit en trauma total. Ok, je vais pas vous donner ce qui se passe après, mais Ok, 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 je viens de saisir qu'est-ce qui se passe. Poursuivons. La tribu perdue. Bien qu'il y songeât, Anoche savait qu'il valait mieux ne pas retourner à Alamut pour les présenter au reste du clan. Dans l'un de ces rares moments de lucidité, le maître éploré le désignait tristement, lui et ses enfants, sous le nom de tribu perdue d'Alamut, sans jamais prendre le risque de regagner la fameuse citadelle. Au bout d'un certain temps, la petite compagnie se rendit sur le site de la pierre suintante. Anoche fut le dernier des enfants du maître à goûter le sang du monolithe. Les autres sentirent bien l'étrangeté du filet de sang et firent de curieux rêves, mais Anoche tomba dans une transe onirique sanguinaire. Pour la première fois depuis qu'il était devenu immortel, il fut hanté de visions et ressentit l'horreur, l'amertume et le chagrin de la tragédie de Zila. Ces visions le changèrent à jamais, alors que les baragouinages et glossolalies de son maître le terrifiaient jadis. Il comprenait désormais où il voulait en venir. Il vit le fardeau de son sire non pas comme une folie, mais comme un don du premier. Il se mit à consigner les divagations du maître éploré pour les compiler dans un tout cohérent. Au cours des siècles suivants, la tribu perdue grandit, attira quelques recrues. Le temps passant, elle se transforma en culte, avec le maître éploré pour prophète et Anoche pour grand prêtre et interprète.
Ils bâtirent un refuge, près de la pierre suintante, sur laquelle les membres de la tribu perdue se mirent à veiller. Cette période fut introspective, et Anosh se découvrit une affinité pour les principes semblables de la voie du sang que que son maître avait essayé de lui enseigner. Reprenant les bases de cette voie et associant au... ah, putain. Reprenant les bases de cette voie et les associant aux croyances qu'il cultivait, Anosh développa le socle de ce qui deviendrait plus tard la voie du Cain du sabbat. C'est ainsi que les nodistes du monde entier le considérèrent encore... Hein? Non. C'est ainsi que les nodistes du monde entier le considèrent encore aujourd'hui, comme l'un des fondateurs de cette voie. Mais toute bonne chose... Hein? Mais pourquoi ils ont écrit mais toutes les bonnes choses ont une fin? Ouais, j'aurais dit mais toute bonne chose a une fin? Mais toutes les bonnes choses ont... Voilà, on va y arriver. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et la tribu perdue finit par découvrir que les agents d'Alamut les cherchaient à nouveau. Ils fuirent alors le site de la pierre suintante dans l'espoir de protéger le secret de son emplacement. La tribu s'établit dans une jeune métropole grouillante d'Alexandrie. Les ressources de la cité s'avérèrent utiles au développement de l'étrange philosophie du groupe. Ils cherchèrent des traces de la troisième génération, à commencer par des preuves de son existence, mais furent rapidement animés par le désir de la détruire. Anosh recommanda de prendre son temps en la matière, car la simple puissance des antédiluviens invitait à l'étude et à la préparation. C'est là que la tribu perdue découvrit les fragments du livre de Nod, qui semblait conforter sa philosophie, encourageant celle-ci à poursuivre ses recherches. Mais avant même qu'elle n'ait eu le temps de former des plans pour découvrir et détruire les antédiluviens, les faucons d'Alamut trouvèrent la tribu et passèrent à l'attaque. Les violents combats se soldèrent par la mort ultime de nombre de frères et sœurs d'Anosh. Il parvint à en mettre quelques-uns à l'abri, mais les agents du Nid de l'Aigle capturèrent le maître éploré et le ramenèrent à Alamut. Anosh crut que les disciples de Seth d'Alexandrie les avaient vendus, et il a une piètre opinion d'eux depuis cette nuit-là. Sa haine est telle qu'elle a influencé le fonctionnement de la main noire, et les serpents de la lumière, encore trop proches du dieu mort, ont bien du mal à la rejoindre. Dans son chagrin, Anosh dispersa ses disciples aux quatre vents, les envoya le plus loin possible pour leur propre sécurité, en leur promettant de les rappeler un jour. En attendant, ils ne devaient rien révéler de leurs objectifs, et tout faire pour recueillir davantage de renseignements sur leur pire ennemi, la troisième génération. En 139 avant Jésus-Christ, Anosh retourna sur le site de la pierre suintante pour se fortifier en léchant les rainures de sang. Le chagrin et la torpeur eurent cependant raison de lui, et il finit par regagner le sein de la terre. C'est hyper intéressant, c'est trop bien. Je suis trop content. Le retour d'Anosh. Plusieurs siècles s'écoulèrent avant qu'Anosh ne refasse parler de lui avec fracas. Les chroniques d'Alamut relatent l'ère troublée où le clan voulut endiguer la conversion de ses enfants à l'islam. On y lit que le renégat d'Astur Anosh, enfant de l'hérétique éploré, fut pris dans les archives de la citadelle. Déguisé en tout jeune nouveau-né, il prétendit être à la recherche de son sire et parvint à s'échapper avant que ses ravisseurs ne le conduisent devant les maîtres d'Alamut. Ses pouvoirs de tromperie et de commandement étaient impressionnants. Les Assamites découvrirent par la suite qu'il avait en fait passé un an parmi eux. Peu après, il apparut à l'ensemble de ses anciens disciples, qui étaient dispersés en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et il leur inspira l'envie d'entreprendre un pèlerinage. Se conformant à d'inexprimables instructions subconscientes, ces Kainites convergèrent lentement vers la pierre suintante. Là-bas, ils découvrirent d'Astur Anosh, qui avait considérablement changé. L'érudit paisible, dévoué à son maître et professeur, avait laissé à un prêcheur des apocryphes enflammés.
De toute évidence, il était sorti de torpeur depuis de nombreuses années, et avait depuis cherché le maître éploré, ainsi que des fragments de l'histoire kainite. Il plongea ses disciples dans une frénésie religieuse, les poussant à boire à la pierre suintante plus que de raison, à sombrer dans des états d'extase spirituelle et d'ivresse extatique, à s'échanger leur vision. Puis, au terme de 10 nuits de ce genre, alors que la lune n'était plus qu'un mince croissant argenté dans le ciel, il massacra le tiers d'entre eux, alors qu'ils étaient assommés par leurs excès sanguinaires. Quand les autres recouvrèrent leur sens, il les appela les fidèles, sa tribu perdue. Ceux qui avaient connu la mort ultime étaient des traîtres, affirma-t-il, qui n'avaient pas gardé le silence, comme il l'avait pourtant ordonné. En son absence, ils n'avaient pas fait de recherche au sujet de la troisième génération, ou avaient préféré purger leur cœur noir de haine qu'ils vouaient aux assassins de Zila. Ils avaient révélé ce qu'ils savaient de lui à de misérables princes et autres agents d'Alamut en échange de richesses et de faveurs. Pour se reconnaître comme les dignes survivants du massacre d'Anoch, ils prirent le sang de la pierre suintante et le mélangèrent à de l'argile pour se tatouer le croissant de lune noire de cette nuit. Un signe qui finit par devenir celui de la main noire de l'épée de Cain. Ces apôtres n'étaient pas plus d'une douzaine, et ils se séparèrent à nouveau, après avoir échangé leurs informations. Pendant des siècles, ils se retrouvèrent pour célébrer l'anniversaire de ce qu'ils appelaient la purge de la tribu. Certaines années, un apôtre manquait à l'appel. Parfois, un ou deux d'entre eux venaient avec leurs enfants ou leurs acolytes, de véritables croyants pour les initier. La tribu perdue continua de la sorte pendant des générations, jusqu'à ce que se prépare l'attaque contre l'antidéluvien la Sombra. Elle apprit rapidement la nouvelle grâce à ses... Ah Elle rapprit... Oh la vache. On va la refaire. Elle apprit rapidement la nouvelle grâce à ses agents à Malte. Certains préconisèrent la prudence d'observer ces enfants courroucés depuis les ombres et de les aider si possible. D'autres proposèrent de subvertir ce mouvement pour en faire une arme. Mais Anoch décida de couper la poire en deux. La tribu perdue garda son secret, mais rejoignit cet embryon de sabbat. Les vampires du Croissant Noir infiltrèrent ces mouvements en feignant ne pas se connaître. Des membres de la tribu perdue participèrent à l'attaque contre la Sombra, puis à la marante sur l'antidéruvien de Simis. La main noire. Alors que le sabbat se forgeait une identité en semant le désordre, en renversant l'ordre social vampirique et en dévorant le cœur de nombreux vampires, la tribu perdue commença à mettre à exécution son projet. Prétendant s'être rencontrés sur la sainte croisade du sabbat, ses membres créèrent une faction de l'ombre appelée la Main Noire, qui s'imposa comme le fer de lance de l'épée de Cain. Les actions de l'organisation et la marque du croissant de certains de ses membres lui valurent rapidement une certaine notoriété au sein de la jeune secte, ainsi qu'un afflux de recrues. Bien qu'Anoch restât parmi les chefs de la Main Noire, il comprit qu'il n'était plus le seul aux commandes. De puissants caïnites du sabbat, pour beaucoup connus pour leur vaillance martiale et leur soif de violence, furent initiés, privant rapidement Anoch d'une partie de l'influence et du contrôle qu'il exerçait sur le culte d'assassins. Au moment de la colonisation du Nouveau Monde, Anoch réalisa que la tribu perdue n'était plus. Sa couverture l'avait supplanté. Plus aucun caïnite ne jurait de soutenir les rigueurs de la tribu perdue. En fait, ceux qui avaient connu son existence représentaient une partie de plus en plus ténue de la Main Noire. Anoch commit alors l'impensable pour ses frères de la tribu perdue. Il révéla leur existence. Lors d'une réunion des autorités de la Main Noire, à laquelle participaient certains qui deviendraient plus tard les Séraphins, Anoch dévoila les origines du Croissant Noir, ses contributions à la voie de Cain, son histoire personnelle et même l'emplacement de la pierre suintante, tout cela dans le style qui lui était si particulier.
Une fois de plus, sa rhétorique servit sa coterie à merveille, et la main noire se réjouit de sa lignée ancienne. Plus vieille encore que le sabbat. Les anciens réunis l'implorèrent de les conduire à la pierre suintante pour goûter aux larmes cuivrées de la sombre Zilla, pour avoir la chance de connaître celle qu'ils vengeraient dans les nuits à venir. Un pèlerinage jusqu'à la pierre suintante fut intégré au rite de la main noire, et l'histoire de la tribu perdue fut incluse à l'identité de l'organisation. Les anciens du sabbat eurent cependant vent de ces révélations, qui fuitèrent peu à peu et devinrent connus de toute la secte. Consternés par leur découverte, ils eurent l'impression d'avoir été pris pour des imbéciles. Anoche tenta bien de les apaiser, mais en vain. Sa loyauté fut remise en question de plus en plus souvent. Prêtre, évêque et Prisky citant sa grande trahison chaque fois qu'Anoche entravait leurs ambitions. Malgré son sang-froid, sa patience fut mise à rude épreuve. Un évêque particulièrement pénible, un Tsimis nommé Alzai, le calomnia, remettant en cause ses motivations et son zèle en présence des autorités de la secte. Pendant toute une nuit, Anoche répondit calmement à ces accusations. Enfin, peu avant l'aube, il défia Alzei au cours d'un rite de monomachie et le tailla en pièces. Anoche faisait preuve d'une telle impassibilité qu'on en oubliait facilement sa puissance dévastatrice, et peu de membres du sabbat l'avaient déjà vu se battre. À leur grande horreur, ses frères et sœurs réunis réalisèrent combien il était vieux. Anoche, lui, était conscient de tout cela, et choisit cette éruption de violence soudaine pour se faire entendre, en annonçant calmement que tous ceux qui voulaient remettre en cause sa loyauté étaient libres de le faire. Il répondrait à toutes leurs questions, mais quiconque se révélerait incapable de prouver sa perfidie serait aussi mis au défi. Puis, il quitta l'assemblée et n'y revint jamais. Et il reste plein à lire. Oh, il arrive tant de trucs, c'est trop bien. D'autres mains à l'œuvre. Anoche n'a depuis pas cessé d'être une source de ressentiment, mais le reste du sabbat s'est montré beaucoup plus prudent dans ses accusations. De leur côté, les membres de la Main Noire étaient pour la plupart farouchement fidèles à leur grand prêtre, notamment les plus jeunes qui admiraient sa dévotion, son iconoclasme, son don pour inspirer l'espoir et sa haine des antidéluviens. Pendant de nombreuses années, il se retira sur le site de la pierre suintante et connut une période d'isolement, durant laquelle il reçut simplement la visite des anciens de la Main Noire qui étaient autorisés. L'initiation annuelle de nouveaux membres de la Main Noire, au cours de laquelle ceux-ci venaient venant goûter le sang de Zilla. Traduction à chier. L'initiation annuelle des nouveaux membres de la Main Noire, au cours de laquelle ceux-ci venaient goûter le sang de Zilla et se faire tatouer le croissant noir, se poursuivit. C'est ainsi qu'Anoche vit d'étranges traditions prendre racine au sein de la Main Noire. Passé maître dans l'art de l'infiltration, il eut la perspicacité nécessaire pour reconnaître les signes, alors qu'il lui manquait pourtant une vision globale de la situation. De jeunes membres se rendaient à la pierre suintante, se vantaient des ritae qu'ils connaissaient sur le bout des doigts et des protecteurs dont ils jouissaient. Anoche comprit alors que son influence était en être recul. Il confia la garde de la pierre à l'un de ses enfants et disparut. La Main Noire apprit alors qu'Anoche avait rejoint le sabbat du Nouveau Monde. De toute évidence, il ne comptait pas s'emparer de ces nouvelles terres pour le compte de l'épée de Cain, comme beaucoup d'autres le faisaient. Il lui arrivait de se présenter sur un tout nouveau diocèse du sabbat, notamment lorsqu'il avait besoin d'un refuge pour fuir les lupins qu'il avait malencontreusement rencontrés durant ses errances. Nul ne sait vraiment ce qu'il chercha à faire au cours de cette période, ni pourquoi la recherche de son vieux maître, qui avait tourné à l'obsession, l'avait ramené dans le Nouveau Monde. Un vieux journal,
tenu par un nouveau-né la Sombra, célèbre pour avoir été l'un des premiers mestizos. L'un des premiers mestizos. Attends, hein, je sais pas ce que c'est. Un vieux journal tenu par un nouveau-né la Sombra, célèbre pour avoir été l'un des premiers mestizos à avoir reçu le sang du clan de l'ombre, relate une longue conversation que son auteur eut avec Anoche, lequel affirmait avoir à nouveau des visions. Une dizaine d'années plus tard, Anoche regagna le vieux monde et parla avec admiration de certaines cultures des indigènes des Amériques, dont la main noire, en constante évolution, avait repris plusieurs traditions. Bien que l'organisation fût coupée de ces nouvelles coutumes, il intronisa 3 Kamutes, menés par d'anciens membres de la tribu perdue, et conduisit vers un nouveau sanctuaire dans les hauteurs du mont Washington en Nouvelle-Angleterre. De là, il entama une veille vigilante. Il reprit les rênes de la main noire du Nouveau Monde en surveillant attentivement ses membres, en attirant davantage de Kainites nouvellement étreints parmi les populations indigènes et les colons que chez les Européens. J'ai l'impression que ça ne veut rien dire. Hein, en attirant davantage de Kainites nouvellement étreints parmi les populations indigènes et les colons chez les Européens. Ok. Les années passèrent et la main noire se mit à évoquer de plus en plus son excentricité croissante, se demandant si le grand prêtre n'était pas sombré dans la folie. Se demandant si le grand prêtre n'avait pas sombré dans la folie. Après s'être tant montré dans le Nouveau Monde, Anoche reprit ses vieilles habitudes. Il affirma vouloir entrer en torpeur dans un endroit caché des environs du mont Washington et disparut presque aussitôt. Il réapparut à Mexico, prétendant être un nouveau-né issu d'une étreinte de masse. Là, il attira l'attention de la main noire, qui l'introduisit dans ses rangs et qui lui offrit une perspective fascinante. Les rites qu'il avait communiqués à ses disciples avaient été pervertis, subtilement altérés au plus bas de l'échelle, parmi les prêtres de meute et les simples agents. Il remonta lentement la piste de ses influences jusqu'à leur source, puis, par une nuit où son instructrice de la main poursuivait sa formation, il referma le piège. Bien que la Nosferatu anti-tribu fût puissante, Anoche la vainquit facilement. Au cours de la semaine suivante, il interrogea la vampire empalée, la soumit à sa volonté en usant de ses pouvoirs mentaux, qu'il maîtrisait déjà des siècles avant l'étreinte de sa prisonnière. Les réponses qu'il découvrit dans son esprit furent les plus troublantes. Un culte de la mort, lié d'une façon ou d'une autre à la cité d'Enoch, tirait les ficelles. Il obtint finalement un nom, Tal Mehara. La nuit suivante, une horde de fantômes et de Kainites masqués attaqua le refuge et détruisit la Nosferatu, avant d'essayer d'en faire de même à Anoche au passage. Ils avaient bien évidemment sous-estimé sa puissance et il les anéantit presque tous. Anoche s'évanouit une fois de plus, chercha l'isolement des déserts du Mexique, un territoire qui lui était maintenant familier. Il erra et réfléchit. Au bout de nombreux mois, il réapparut dans la citadelle de la Main Noire, des montagnes de New Hampshire. Déjà, il était question d'un conflit couvant entre les différentes branches du sabbat. En 1766, Dastur Anoche mourut. Son décès fut un choc pour la secte et ses disciples de la Main Noire. Ses rivaux du sabbat s'accusèrent mutuellement, quand ils ne condamnèrent pas les soi-disant ennemis de la tribu perdue. Peu après, la première guerre civile du sabbat éclata, et l'épée de Cain s'entre-déchira. Et c'est pas fini, il en reste. Le séraphin mort et ressuscité. Bien évidemment, Anoche n'était pas mort. L'attaque qui l'avait visé était le fait d'agents de la vraie Main Noire, désireux de saper une fois pour toutes son influence. Il détruisit ses assaillants, nettoya les preuves, en laissant cependant un tas de cendres dans lequel il versa un peu de son sang, après avoir maquillé la véritable identité des restes, afin que les sorciers de la Telmaera n'aient pas de preuves irréfutables de sa survie.
Anosh annonça de sa propre identité. Anosh renonça à sa propre identité et au règne de la Main Noire. Elles induisaient de trop nombreuses responsabilités qui l'empêchaient de trouver des réponses à ces questions. La guerre civile du Sabbat s'achevait à peine, et il craignait qu'un conflit ouvert éclate entre les chefs présumés de la Main Noire. Heureusement, ils s'entendirent sur l'idée de 4 séraphins, des chefs à son image. Il a depuis adopté l'identité de nombreux nouveau-nés du sabbat, faisant croire qu'il a été étreint dans le sillage de quelques croisades, et se choisissant pour cire un vampire du sabbat récemment détruit. La moitié du temps, il se débrouille pour se tailler une place au sein de la Main Noire, se conforme au rite d'initiation et en profite pour boire à la source, la pierre suintante. Il lui arrive même d'implanter chez de jeunes semblables le souvenir de l'avoir étreint, ce qui facilite son entrée dans la secte. Il fait ce qu'il est venu faire, puis met une nouvelle fois sa mort en scène. Sa solitude l'affecte pourtant. Parfois il oublie ce qu'il recherche, les antidéluviens, son cire, la Talmaera. Parfois il les mélange, sûr que la fausse main est au service des antidéluviens, et que son cire a été dévoré par l'un d'entre eux. Et qu'il lui faut le venger. Peut-être le maître éploré a-t-il été enlevé par la Talmaera? Au fil des ans, les séraphins ont recueilli des renseignements sur l'apparition d'étranges caïnites au sein de la Main Noire. Jalan Harav a réuni assez d'informations pour comprendre que le vieil Anosh, le premier séraphin de la Main Noire, le grand prêtre de la tribu perdue, est toujours parmi eux. Lui et les autres ont cru comprendre qu'une guerre de l'ombre se livrait entre ce personnage et différentes factions et individus de la Main Noire. Un conflit qui s'intensifie parfois, aussi brutalement qu'une soudaine tempête du désert, avant de cesser presque aussitôt. Elle est trop bien cette histoire. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Du coup, c'est un Nassamite anti-tribu. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Parce que... Alors... si vous vous souvenez, Zarathustra, celui qui l'a étreint, c'est un vampire, si je dis pas de conneries, de 3e génération, qui a la particularité de s'appeler un petit peu avant Ravnos. Entre autres. C'est... Oups. Parce que le clan Assamite, c'est Hakim. Voilà, c'est Hakim, la 3e génération. C'est assez bizarre. Possible il mort. The Weeping Master. Ah si, c'est bon. Si, c'est bien ça. Ok. D'accord. The Company of Zarathustra until he met the Messiah. Ah oui, bien vu, d'accord. Il était avec Zarathustra, mais c'est pas lui. Ok. Ok. Incroyable. Incroyable. Je suis terriblement... Je pense qu'on va peut-être se faire un petit extra et se lire ça parce que c'est une folie, c'est dingue. J'adore, c'est trop bien. Bref. On va se faire la fiche de Dastur Anosh. On va se faire une micro-pause pour aller voir ce qui est dit sur le maître éploré. Et après on ira voir la suite. On donnait quoi, 14h30? Putain, c'était ultra long mais c'était ultra bien. Donc, fiche de Dastur Anosh. Son sire est le maître éploré. Il est un Assamite anti-tribu de 5e génération, étreint à une date inconnue. Les textes apocryphes de la secte affirmant qu'il fut étreint du temps de Zarathustra. Son âge apparent est un début de trentaine. Vous vous doutez bien qu'au niveau des attributs, c'est une moyenne de 5. En dextérité, en charisme, il monte même à 6. Ses disciplines, il a Auspex à 7, il a Célérité à 5, Domination à 6, Force d'âme à 4, Occultation à 7, Présence à 5, Protéisme à 3, Puissance à 3 et
Quatus à 6. Fuck this shit. Auspex à 7 et Occultation à 7, ça veut dire que s'il veut pas qu'on le voit, c'est quasiment Domination à 6, c'est qu'il peut manipuler les souvenirs de vampires. Hein. C'est ultra, ultra fort. Hein. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai un double ping? Ok. Après. Voilà, il a une volonté de 8. Il a 40 points de sang. Et il peut dépenser 8 points de sang par tour. Eh ben. Description. Anoche est un homme de petite taille, haut d'à peine 1,65 m. Ses vêtements dépendent de sa couverture, mais il passe inaperçu le plus clair du temps. Ses yeux sont profondément enfoncés dans sa peau. Ses yeux sont profondément enfoncés, et sa peau a pris la couleur d'obsidienne quasi réfléchissante des très vieux Assamites. Il dissimule généralement son identité en mêlant cosmétique et occultation, et évite la présence d'anciens de la secte, sauf lorsqu'il les juge coupables d'un crime. Conseil d'interprétation. Anoche dégage un sentiment de force tranquille et de calme très troublant. Il choisit ses mots avec soin, sauf quand il aborde un sujet qu'il passionne. Son verbe est chargé d'un pathos qui se communique à tous ceux qui l'entourent, sans qu'il ait besoin de faire appel à ses disciplines. Mais le plus troublant, ce qui contribue le plus à l'horreur et au danger qu'il représente, c'est qu'il a de plus en plus de mal à se souvenir de certains détails de sa croisade solitaire, quand bien même sa passion ne le quitte jamais. Dans ces moments de grande lucidité, il a le sentiment de commencer à transcender la cause dont il est l'instrument. Mais le rempart de la voix de Cain... Non, malgré le rempart de la voix de Cain, il a peur d'appartenir à la bête plus qu'à l'homme. D'autant que sa longue existence comporte de nombreuses lacunes qu'il ne parvient pas à combler. Contact. Anoche cultive toutes sortes de contacts dans le monde entier, qui l'aident dans de divers voyages et recherches. Chacun le connaît sous un nom différent. Elle était incroyable cette histoire. Elle était trop bien. Mais du coup, ah ouais, il a pas d'humanité, il a une moralité. Et c'est la voix de Cain à 9. Bah ouais, tu m'étonnes, il l'a créé. Ah, c'est dingo. J'ai adoré. C'était vraiment... Avoir un vampire aussi vieux, c'est toujours des histoires de dingue. Tu m'étonnes que c'était aussi long. Alors, est-ce qu'on pourrait faire ça? Voilà. Alors, j'ai une page sur le maître éploré avec sa biographie. Le seul truc, c'est que c'est en anglais, donc c'est une traduction qui va être, qui va faire ce qu'elle peut. Hein. Mais c'est un petit bonus. Le maître éploré était un Methusélah assamite. Cela a consumé... qui a consumé les larmes sanglantes de la pierre pleureuse et devenu en proie à des visions du meurtre de la deuxième génération. Il était le fondateur et le prophète de la tribu perdue, un culte qui a été le fondement de la sous-section connue sous le nom de la main noire. Je veux voir ce que c'est cette pierre pleureuse aussi. On va aller voir. Ça va être insupportable pour vous, pardon. Biographie. Le maître éploré se posait comme un simple scribe parmi les mortels qui assistaient à la compagnie de Zarathustra, jusqu'à ce qu'il rencontre un jeune voyant qui l'a guidé vers la pierre à l'aide de raids précognitifs. Quand ils ont trouvé la statue, le vampire n'a pas pu s'empêcher de goûter aux larmes sanglantes, et comme il l'a fait, il a été frappé par des visions du meurtre de l'homme de la deuxième génération. Il a commencé à pleurer ses propres larmes de sang, à détester la troisième génération pour leurs crimes. Après ces révélations,
Il a étreint d'Asturanoche et est parti pour Alamut pour le présenter au clan et raconter ses visions. La parenté d'Alamut désirait savoir, hein? Ah oui, le sire Alamut désirait savoir où se trouvait la pierre, mais le maître éploré refusa de lui dire. Avec son enfant, ils ont quitté les terres contrôlées par Alamut, mais ils ont été suivis. 3 vampires à la peau foncée sont apparus au bord de leur campement alors que le soleil se couchait à l'ouest. Ces émissaires d'Alamut leur ordonnèrent de retourner au nid d'aigle, mais le maître d'Anoche refusa. La seule réponse que les émissaires donnèrent furent des lames tirées, et l'infant Anoche se cacha. La bataille qui eut lieu était terrible. Le genre de carnage que seuls les vampires les plus anciens peuvent déclencher. Mais à la fin, seul le maître éploré se tenait debout. Seul le maître éploré se tenait debout. Le maître et Anoche ont voyagé en Afrique, où ils ont rencontré beaucoup d'étranges vampires. Là, il a d'abord été appelé le maître éploré pour ses yeux souvent ensanglantés et son terrible pouvoir. Le vampire africain apprit bientôt à laisser le savant à la peau d'ébène et son apprenti... Hein, le vampire africain bientôt appris à laisser le savant à la peau d'ébène et son apprenti en paix comme il passait. Ok. Les vampires africains ont bientôt appris à laisser le savant à la peau d'ébène et son apprenti en paix quand il passait. Au fil des siècles, le maître a commencé à dégénérer. Il passait souvent des soirées entières sous le joug de visions, pleurant de façon incontrôlable. Le maître éploré oublia complètement son nom et tua presque son enfant quand Anoche l'appela à lui. Il tombait dans ses visions et trouvait de plus en plus difficile de trouver un moyen de revenir. Plus d'une fois, il sortit de ses transes dans une frénésie et étreint étreint quelques-unes de ses victimes par la suite, forçant Anoche à prendre ses nouveaux frères et sœurs sous son aile. Le maître éploré se réfère avec tristesse à lui-même et à son enfant comme la tribu perdue d'Alamut, n'osant jamais risquer de retourner dans cette citadelle. Au cours des siècles suivants, la tribu perdue grandit et attire une petite poignée d'autres vampires. Il a assumé une révérence... Hein en gros, ok. Il a créé le culte, avec le maître éploré comme prophète et Anoche comme grand prêtre et interprète. Ils ont construit un havre près de la pierre pleureuse, et les membres de la tribu perdue gardaient le site des autres vampires. Avec le temps, la tribu perdue découvrit que les argents d'Alamut les recherchaient une nouvelle fois, et ils ont fui le site de la pierre pleureuse en espérant protéger son emplacement par l'obscurité et la diversion. La tribu perdue a établi une emprise dans la jeune métropole animée d'Alexandrie, en Égypte. Les ressources de la ville sont révélées utiles dans le développement de l'étrange philosophie de la tribu. Ils ont cherché des preuves de la 3e génération. Ah, attends. Les ressources de la ville se sont révélées utiles dans le développement de l'étrange philosophie de la tribu. Ils ont cherché des preuves de l'existence de la 3e génération. D'abord des preuves de leur existence. Ouais. Ils ont cherché des preuves sur la 3e génération. D'abord des preuves de leur existence, puis avec le zèle fanatique et le désir de les détruire. Anoche a conseillé de faire des progrès lents dans de telles choses. La puissance pure des antidiluviens était l'inspiration vers la planification diligente et l'étude. C'est ici que la tribu perdue a trouvé des fragments de livres de Nod. Ces mots ont encore galvanisé la philosophie et stimulé leurs recherches. Mais avant qu'ils aient pu formuler des plans pour découvrir et détruire les antidiluviens, les faucons d'Alamut les ont trouvés et les ont attaqués par surprise. Des combats violents ont provoqué la mort finale de la plupart des membres de la tribu perdue. Anoche a réussi à les mettre en sécurité, un certain nombre de ses frères, mais les agents d'Alamut ont capturé le maître qui dort, donc le maître éploré, et l'ont ramené à Alamut, pour ne plus jamais être vu. Fuck! Je pensais qu'on allait apprendre des trucs. Et alors c'est quoi cette pierre pleureuse? C'est pas très long, on va se...
Alors attendez, traduction. Oui, oui. Parce que je pourrais faire la traduction, mais ça va être long. La pierre pleureuse est une relique sacrée et un lieu de pèlerinage pour la tribu perdue. Le nom moderne est la Main Noire, dans la région montagneuse de l'Irak moderne. Aperçu. La pierre elle-même est haute, luxueusement courbée, et plantée profondément dans la terre. L'odeur cuivrée du sang flotte autour d'elle. Hein? Oui, ça. L'odeur cuivrée du flanc flotte autour d'elle, portée par le vent quand on s'en rapproche. Un mince filet de liquide coule lentement sur la surface de la pierre. Son chemin, au cours des siècles ayant porté un ruisselet dans le basalte, il a été découvert par un assamite connu comme le Maître éploré, dans une vallée étrange et désolée par les sables rougis de fer qui ressemblaient à un champ de sang sous la lune du désert. La traduction est assez aléatoire, mais bon. On pense qu'il est le lieu de repos de Zilla la foire. Quoi? Attends. Allez, de Zilla la juste. On pense qu'il est le lieu de repos de Zilla la juste, qui a été transformé en pierre par Cain. Selon la rumeur, ceux qui boivent ses larmes rêvent pendant leurs heures de jour, éprouvant des visions de la destruction de la deuxième génération. Une autre théorie, adoptée par Telmaera, c'est que la pierre est l'outil que Cain a utilisé pour tuer Abel. Il croit que la pierre grandit avec chaque meurtre commis depuis. La légende. La Main Noire croit que la pierre est à l'est du Jardin d'Éden, sur ou à proximité du site de la première ville, où les fondateurs des clans se levèrent et auraient tué leur taureau. Ouais. Où les fondateurs de clans se levèrent et tuèrent leur sire. La légende de la tribu dit que les fondateurs ont réussi à tuer seulement 2 de leurs ancêtres, Enoch le Sage et Irad le Fort, Irad the Strong. Quand Zilla vit que ses frères étaient morts et qu'elle était la suivante, elle pleura et cria au père Cain. Il entendit ses supplications et eut pitié d'elle, la transformant en pierre pour qu'elle ne soit pas retrouvée et tuée. Mais elle continua à pleurer et ses larmes de sang continuèrent à couler de la pierre, tout comme elles le font jusqu'à cette nuit même. Goûter le sang de la pierre, c'est goûter le sang c'est goûter le dernier sang restant de la génération fidèle. Le sang de la pierre est la promesse que le père Cain a donnée à sa bien-aimée Zilla, qu'elle marcherait de nouveau la nuit à ses côtés quand tout serait réparé. La tribu perdue a pris cela très à cœur, la raison pour laquelle ils disent aussi l'arme de Zilla. Hein? C'est la raison pour laquelle ils parlent, ils appellent aussi... on la refait. La tribu perdue a pris cela très à cœur, c'est la raison pour laquelle ils les appellent les larmes de Zilla. Ils gardent... Hein? Ils gardent le secret de la pierre, ne révélant qu'à ceux qui sont absolument fidèles à la parole du père Cain, sa position. Ouais. Il ne révèle sa position qu'à ceux qui se sont montrés absolument fidèles aux paroles du père Cain. C'est fou quand même, c'était trop bien. J'ai adoré. Ça m'emmerde parce que du coup, la prochaine elle est pas mal longue aussi. Hein. Pétard. Elle est putain de longue. Je pense qu'on va se laisser là-dessus, au niveau des lectures. D'une part parce que je me dis que ça me permet de faire une vidéo qui va être un peu moins longue quand je vais faire le montage. Et d'autre part parce que la prochaine, elle est putain de longue. Et en fait, j'ai envie de partir sur un bon souvenir un bon souvenir de comment de ce bouquin. Au moins pour aujourd'hui. Donc on va s'arrêter là. Mais c'était très très bien. Incroyable. Le fondateur de la... Enfin, un des fondateurs de la Main Noire, quoi. Trop trop bien. Alors, côté révolution, ouais, tu m'étonnes, hein. Ouais, on est des Assamites, mais on n'est pas d'accord avec votre idée, et nous, on va péter la gueule à tout le monde. Ah, d'accord. Bien, bien, et bien, quelle aventure, quelle incroyable aventure.
On va repasser sur la scène principale, parce que bon, on a assez lu, hein. C'était bien. C'était vraiment bien. Je me fais une petite pause. On se retrouve dans pas très long. Le temps de pipi, de boire, tout ça. À bientôt.
Me revoilà, bonjour. J'ai été faire pipi, ça va mieux. Et j'ai pas noté sur quoi on avait passé, mais on va passer sur le Mario et Luigi. Parce que Mario et Luigi, c'est bien. Ah, il est là. Tac, Mario et Luigi. Tac, ok, super. Et ici, palais. J'étais assez chaud pour faire du Sea of Thieves, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Tac. Ok, ça c'est bon. C'est quoi ces conneries là? Tac, dégage. Ok, nickel. Excellent. Du coup, il faut que je passe sur ma scène de la Switch. Attention, vous n'avez rien vu. Mais ça a changé un petit peu. Alors, faut que je mette quand même le son du... Ah non, faut pas que je mette le son du bureau. Sinon, ça marche pas bien. Alors, voyons voir. Est-ce que tout remarche? C'est déjà, est-ce que tu arrives à capturer la Switch, toi? Ah, vous avez pas de chance, madame. Vous êtes fait un petit peu un petit problème, hein, peut-être. Alors, pourquoi ça ne marche pas encore une fois ce putain de tas de merde? Voyons voir. Elle est bien allumée pourtant. Elle est bien allumée. Peut-être ma carte qui fait la gueule. Attendez. Elle est où? Où est ma carte? Elle est là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah bah oui, elle est pas branchée, mais espèce de connard. Bah oui, forcément, si elle est pas branchée à un moment. Ah, c'est pas vrai. Qui c'est qui me... Qui c'est qui l'a débranché, là? Ça va pas du tout. Alors... Qu'est-ce que c'est que cette merde, encore? Alors... Pourquoi ça n'entre pas? Voilà. Ah, incroyable, USB du Wouhou. Alors... Salut ces filles. On va jouer à Mario. Alors, ici ça marche. Est-ce que... Oui, ça marche. Ça... Arrête de me faire peur, putain d'écran. Faut vraiment que je regarde ici. Alors, la capture de la Switch, pourquoi on la voit pas? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça va mieux si je fais ça? Uh -huh. Alors, tac. Ok, donc moi je l'ai. Maintenant, pourquoi vous ne l'avez pas? Alors ça c'est moi. C'est pas ça non plus. Voilà, fantastique. Alors, voyons voir. Je l'ai mais j'ai pas le son. C'est un peu dommage. Alors. Périphérique. Bah non, pas par défaut d'idiot bête. Hop. C'est le micro, ça c'est pas ça qu'il faut toucher, c'est ça. Est-ce que c'est mieux? Bof, hein. Bif bof en vrai. USB, ok. USB, ok. Et bien alors? J'ai l'image mais j'ai pas le son. C'est fort quand même. Pourquoi je n'ai pas le son? Pourquoi je n'ai pas de son? Je ne sais pas. Pourquoi ça clignote comme ça? C'est très désagréable. Que se passe-t-il? Ah, il s'éteint.
Ouais, il s'éteint pour de vrai, c'est même pour vous. Attendez, attendez, je reviens. Est-ce que ça marche mieux? Est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que moi déjà ça marche. Quand tu veux, hein. Merci. Ah, j'ai du son. J'ai du son mais vous n'avez plus d'image. Bordel! Pourquoi vous n'avez plus d'image? C'est pas vrai. Putain, vous avez plus d'image, c'est pas vrai. Attends, je fais ça. Allez, alors si je suis pas sur le... En effet, si je suis pas sur au bon endroit, je suis vraiment le dernier des sacs, hein. Non. Attends. Non. On va faire ça, puis ça. Activer. Non. Euh... Bonjour, c'est moi. C'est con, j'ai le son, mais j'ai plus l'image. C'est pas vrai. Bon, forcément, tu comprends bien, viewer, que le stream là est complètement déçu là. Tout le monde est est triste. C'est sad tout ça. Serait-il possible, par pitié, qu'à un moment tu te mettes à remarcher? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne le vois pas? Et pourtant, attends, et je rêve pas, le son il est bien là. Ouais, vous avez le son. Vous avez le son, j'ai le son, et j'ai plus la vidéo. Où est-ce qu'il est passé? OBS? USB? Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Configurer la vidéo peut-être? Contrôle de la caméra? Non, on s'en bat les couilles. Réglage des entrées? Non, on s'en bat les couilles aussi. Ouais, il se débrouille. Mise en temps du débrouille. Appliquer les données de rotation si disponible. Décodage du matériel lorsqu'il est disponible peut-être? C'est ça? C'est mieux? Je sens que ça va finir en Sea of Thieves, ça, hein. Attendez, je sais. Je vais faire ça, je vais faire ça, ça. Et là, sous vos yeux ébahis, on a le son, mais on n'a pas l'image. Incroyable. Incroyable. Pourquoi on n'a pas l'image? Est-ce que... Ok. Ouais, par exemple, je veux que tu captures ça. Non? On n'est pas en train de me capturer un truc, là? J'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. C'est con, on l'avait. Ah, je suis déçu. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, ok, j'admets que ça ne marche pas. Essayons une autre technique. Est-ce que, si à tout hasard, en éteignant, si j'éteins ma Switch et que je la rallume, on devrait pas être si mal. Vous l'entendez? Vous l'entendez. Je la vois, mais vous ne la voyez pas. C'est quand même quelque chose, quand même. Et à un moment, ça va se mettre à marcher, je vais jamais comprendre pourquoi.
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, et ça y a pas. Capturer uniquement l'audio. Ok. Oh, il y a eu du chahut sur ma chaise. Du chahut. Je ne sais pas. Chahut. Ah ça, oui, ça, oui. Ça, elle a bien fait eu. Hein, chahut qui est allé sur ma chaise. Je reconnais ça. Pourquoi il ne la voit pas? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va la désactiver. On va la débrancher une nouvelle fois. La rebrancher, ce qui va réinitialiser ma carte une nouvelle fois. Et peut-être que là, le son est bien là. Peut-être que là, si je l'active, vous voyez quelque chose. Putain de pétard. Je fais ça. Ok, ça c'est moi, bravo. Maintenant, si je fais ça, on ne voit rien. Si je fais ça, ok, si je la désactive, hop, j'active. Mon cul sur la fenêtre, hein, vraiment. Attends, mais... Ouais, on est d'accord, vous entendez. Pourquoi vous ne la voyez pas? Est-ce que si je fais configurer la vidéo... Non, c'est pas ça. Ah, attends. Je fais quick. Hop, hop. Non. C'est très énervant en tout cas, sachez-le. Euh, Pourquoi on ne la voit pas? Tac, fréquence de courant. Contrôle de la caméra. Ouais, bah oui, oui, oui. Alors attendez, et si j'essaye là-dessus, tac. Si je lui dis, je voudrais voir sur ça. Ah ah! Non. Et lui, il la voit, mais ah, ça me rend fou. Pourquoi lui, il la voit? Alors, Discord voit très très bien, mais OBS, là, c'est mon cul sur la chemise, hein. Et je désactive, j'active, que dalle. Je change je change de canal d'entrée. Je mets un nouveau truc. Marche pas. Je mets un... Je mets une capture. Ouais. Ouais, vas-y. Capture ça. Que dalle. Bon, bah on va relancer OBS. On revient dans un instant, tout de suite, hein.